Ironie de l'histoire. C'est à Nantes, ancien port négrier où se juge l'affaire Galmo, que Gaston Monnerville entame son combat pour les droits de l'homme. Nous sommes le 9 mars 1931. Dans le box, 14 inculpés. Ils sont accusés d'avoir participé aux émeutes qui ont suivi la mort de Jean Galmo. L'ancien député, évincé par un homme du pouvoir colonial, a été empoisonné 4 ans plus tard, en 1928. En prenant la défense des insurgés, Gaston Monnerville, jeune avocat, lui-même enfant de Guyane, va se saisir de l'affaire Galmo pour faire entendre la voix trop lointaine des colonies. Notre procès, c'était, si je puis dire, la situation juridique et civique des originaires d'outre-mer dans l'ensemble français. Oui ou non étions-nous des citoyens français? Oui ou non nos droits de citoyens français avaient-ils été respectés et avaient-ils l'habitude d'être respectés? Oui ou non la France nous considérait comme des égaux? Ou est-ce que nous étions, nous, du fait que nous étions des coloniaux, comme on disait, en marge et à rejeter? Si vous lisez ma plaidoirie, vous verrez que tout le début de ma plaidoirie, c'est ça, que je portais ce procès qui dépassait ma personne, qui dépassait ses accusés, qui dépassait la Cour, et même vous, messieurs les jurés, qui s'adresse directement à la nation, eh bien, je viens le porter à la barre de la nation. Ce n'est pas le procès de ces 14 accusés, groupés derrière moi. C'est un procès politique. C'est celui de l'administration coloniale telle que la comprennent certains administrateurs coloniaux. C'est le procès de la politique coloniale française telle que l'amènent certains représentants de la France aux colonies, à l'insu du peuple de France. À 7000 km de Paris, la Guyane. Un des nombreux héritages de l'Empire. 90 000 km² de forêts et de fleuves, de cannes à sucre et de filons d'or mal exploités. Au début du siècle, ils sont à peine 20 000 habitants de toutes origines. Amérindiens, Africains, Asiatiques, Créoles et une poignée de fonctionnaires blancs. Au point de vue économique, la Guyane était, il faut bien le dire, quasiment abandonnée. On se contentait de lui servir des subventions annuelles pour le travail local, la culture locale. Le pays n'était pas industrialisé. Vous me direz qu'à cette époque, la France non plus n'était pas industrialisée. La France était un pays agricole, mais très développé au point de vue agricole. Et qui était un pays à l'aise et même riche au point de vue économique. Alors que la Guyane était considérée comme une sorte d'annexe très lointaine où il n'y avait que le bagne. Un bagne créé en 1852 pour y déporter tous les forçats de France. Depuis lors, il représente la principale activité de la Guyane. Ces bagnards en costume rayé, Gaston Monnerville les croise dans les rues de Cayenne en se rendant au collège. Mais là, les instituteurs de Jules Ferry enseignent les grandes valeurs de la République. Nous étions français par la culture qu'on nous a transmise. Et nous avons été mis dans la nation française dès l'enfance. On connaissait mieux les problèmes de la France, l'histoire de la France, que l'histoire de la Guyane. N'oubliez pas que mes ancêtres m'ont été présentés comme étant des Gaulois quand je faisais mes premiers pas dans l'instruction. Et nous nous sentions français. Un point, c'est tout. C'est à cette école-là que Gaston Monnerville apprend par cœur les cours d'instruction civique. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, et puis liberté, égalité, fraternité. Gaston est le cadet d'une famille de 6 enfants. Ses parents sont originaires de la Martinique. Marie-Françoise Orville, sa mère, est couturière. Son père, Saint-Yves Monnerville, est fonctionnaire.
Il sera révoqué par le gouverneur en 1910 pour avoir refusé de voter pour le candidat officiel. Une injustice qui révolte le jeune Gaston. Il a 15 ans. Excellent élève, il est l'un des 3 boursiers que la Guyane envoie faire ses études dans la mère patrie. Mais là, ce sont d'autres images des colonies qu'il découvre. En 1931, la France fête son empire d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Caraïbes. L'exposition coloniale accueille 6 millions de visiteurs qu'il s'agit d'émerveiller et de convaincre que l'apostolat colonial, c'est la vocation de la République. Ah que c'est beau, l'exposition! L'exposition coloniale a consisté à présenter le colonialisme sous son meilleur aspect. Développement, réalisation architecturale, développement économique, etc. etc. Tous les côtés, tous les points qu'on pourrait appeler forts de l'exploitation coloniale sous son meilleur jour. Et évidemment, ça cachait, ça masquait la réalité coloniale elle-même. De sorte que pour nous qui étaient encore aliénés, nous avons bien reçu l'exposition coloniale. Nous étions encore aliénés. Les écailles ne nous étaient pas encore tombées des yeux. Le peuple français avait un comportement normal à l'égard des Antillais et à l'égard des Africains. Quand je dis normal, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un petit rien, un petit soupçon, non pas de racisme, mais qu'au fond, ce n'étaient pas les mêmes hommes que les hommes de France. Au tribunal de Nantes, le jeune avocat achève sa plaidoirie. Messieurs les jurés, comment pourrait-on reprocher aux Guyanais outragés et tyrannisés de s'être spontanément dressés en ces chaudes journées d'août 1928 pour la défense de leur liberté? Le 21 mars 1931, les 14 inculpés sont acquittés. Tout le monde savait que Monnerville avait été, si je puis dire, le héros de ce procès. Et c'est ainsi que nous avons appris qu'un de nos compatriotes était un grand homme en France et qu'il avait bien défendu ceux que nous considérions comme non pas comme coupables de quoi que ce soit, au contraire, mais comme des victimes de la période que nous vivions. À 34 ans, Gaston Monnerville vient de s'imposer comme l'un des tout premiers avocats des enfants de l'Empire. Je vois Monnerville descendre du bateau. Tout Cayenne se trouvait dans la rue, à l'intérieur de la mairie, partout. C'est comme des mouches, les gens étaient là. C'était la première fois qu'on voyait une foule aussi immense à Cayenne. Accueilli comme un libérateur, Gaston Monnerville se sent désormais à l'étroit dans son rôle d'avocat. Il lui faut une autre tribune. En 1932, il est candidat aux élections législatives. Gaston Monnerville est là porteur d'un programme tout à fait nouveau en matière économique. Il parle à l'époque de l'exploitation aurifère sur des bases modernes, des bases beaucoup plus rationnelles et non pas d'orpaillage. Il parle également de la culture agricole lancée autour de la banane. Donc, qui fait que les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres d'agriculture, le conseil général, même la franc-maçonnerie, tous ont été soudés à Gaston Monnerville car ils y ont vu quelque part l'homme qui allait donc changer véritablement le retard économique de la Guyane.
Les femmes n'avaient pas le droit de vote à l'époque, mais elles avaient une grande influence sur leurs époux et surtout, elles étaient passionnées. Elles se passionnaient pour la politique, plus peut-être pour l'homme que pour l'idée politique. Elles étaient quand même suffisamment connaisseuses de la politique pour quand même voter dans le sens de quelqu'un qui pourrait amener davantage de travail, davantage de solidarité, davantage de bonheur, en fait, de ce qu'elles pensaient être de l'harmonie et du bonheur. Il y avait la mère d'un membre allié de ma famille qui était très influente, qui faisait des réunions chez elle, qui allait chez les autres et qui colportait la bonne parole. Et puis alors, d'autres, elle n'allait pas dans les rues parce qu'elle était d'une certaine condition, mais les autres allaient dans les rues et manifestaient leur enthousiasme pour Gaston Monnerville. Il y avait des chansons aussi, des pamphlets qui étaient récités plus par les femmes que par les hommes. C'est Timovo, c'est Gaston, le candidat de la liberté. Il a tiré le bon numéro et par la voix du peuple, il sera député. Élu député de Guyane, Gaston Monnerville fait son entrée à la Chambre des députés au milieu de ses amis du Parti radical. Il siégera aux côtés de Pierre Mendès France, le plus jeune député de France, Jean Zay, Pierre Cotte. La nouvelle génération radicale que l'on appelle les Jeunes Turcs. Gaston Monnerville représente alors les intérêts d'un territoire lointain que l'on appelle ici le dépotoir. Sa carrière est brillante, rapide. En 1937, il est le seul homme de couleur à entrer au gouvernement Chotan comme sous-secrétaire d'État aux colonies. La tâche qui l'attend est considérable. Avec son ministre de tutelle, le socialiste Marius Moutet, il entreprend de créer un fonds de développement des colonies. Il faut en finir avec l'exploitation des hommes et des richesses. Son projet est alors révolutionnaire. Faire passer l'homme colonial avant le produit colonial. Mais un autre projet lui tient tout autant à cœur. Fermer le bagne de Cayenne, en finir avec le dépotoir. J'ai pu arrêter en 1936 définitivement le transport de bagnards dans mon pays. Et j'avais toujours considéré, notamment quand j'étais enfant à Cayenne, parce que j'avais toujours considéré qu'il fallait débarrasser mon pauvre pays de cela, de cette lèpre, de cette sanie, qui non seulement lui portait tort sur place, mais avait complètement annihilé sa réputation. Aussi bien en France que dans les pays étrangers, dès que le mot Guyane était prononcé, bagne, on répondait. Et quand je suis arrivé tout jeune ici comme étudiant, comme lycéen d'abord, le petit Guyanais, le petit bagnard. Et le jour où je suis devenu quelqu'un pouvant rendre service, c'était ma première obsession. Je rêve encore chaque nuit de ce voyage au bagne. C'est un temps que j'ai passé hors la vie. Pendant un mois, j'ai regardé les 100 spectacles de cet enfer, et maintenant, ce sont eux qui me regardent. Je les revois devant mes yeux, un par un, et subitement, tous se rassemblent et grouillent de nouveau comme un affreux nid de serpents. Assassins, voleurs, traîtres, vous avez fait votre sort, mais votre sort est épouvantable. Ça, je l'ai traité avec passion. Parce que sans cesse, même sans cesse, me revenait dans les yeux, je peux dire, le spectacle de ces rues de Cayenne avec ces pauvres bagnards habillés en linge rayé et le grand chapeau. Enfin, il ne vaut mieux pas évoquer ça. Et c'était une honte, à mon sentiment, comme le disaient tous les pays étrangers environnant de la Guyane, c'était une honte pour l'administration française. Le 17 juin 1938, le gouvernement d'Édouard Daladier décrète la fermeture du bagne.
Mais il faudra attendre la fin de la guerre et 1946 pour que les portes de la Grande Punition se ferment définitivement. Septembre 1939, c'est de nouveau la guerre. Comme en 1914, la France mobilise ce qu'elle appelle ses enfants. Pour défendre une certaine idée de la France républicaine et de ses idéaux, Gaston Monnerville s'engage dans la marine comme lieutenant de vaisseau sur le cuirassé Provence. En janvier 40, quand je suis parti, et que ma femme aussi est partie, j'étais tout de même un homme de 43 ans. J'étais plus un jeune étudiant passionné et qui obéit à un élan. J'obéissais à mieux que ça. J'obéissais à une chose que je croyais très profonde, très ancrée et très utile, car j'ai dit, j'ai répété, même dans beaucoup de discours, que si la France disparaissait, c'était avec elle la liberté de l'Europe qui disparaissait. Et je le croyais sincèrement. La liberté de l'Europe, c'est surtout celle des peuples qui est menacée. Entre Hitler et ses alliés, la collaboration s'installe. L'idéologie raciste va se répandre. Monnerville reprend alors sa robe d'avocat pour défendre les persécutés. Vichy venait de prendre un texte qui, à mon sentiment, allait au-delà des textes que les Allemands avaient pris en zone nord. Autrement dit, se montrait plus hitlérien qu'Hitler lui-même. Et je considérais que ce texte était illégal. Vous me diriez, les choses illégales, elles foisonnaient. Et j'ai eu l'occasion notamment pour plaider pour une jeune personne qui a refusé de se déclarer, qui était israélite d'origine, en disant « Je suis juif, mais je refuse de le déclarer ». Et le tribunal correctionnel de Marseille a acquitté cette jeune juive qui a dit « Je suis juive, je refuse de le déclarer ». Dès 1933, Gaston Monnerville avait senti le danger lorsqu'Hitler et les nazis avaient pris le pouvoir en Allemagne. À l'heure où beaucoup de ses compatriotes se taisent, il dénonce avec ses amis de la LICA, la Ligue contre l'antisémitisme, les premières lois anti-juives. Gaston Monnerville, en 1933, au Trocadéro, a prononcé un magnifique discours où il disait « Les Noirs qu'avons connu la torture, qu'avons connu l'esclavage, nous adressons un salut fraternel aux Juifs d'Allemagne persécutés aujourd'hui et nous comprenons leur douleur. » Comprendre ne suffit plus. Dès 1940, Gaston Monnerville condamne le régime de Vichy. En 1942, il entre dans la clandestinité et rejoint la résistance dans le mouvement Combat, avec pour pseudonyme Commandant Saint-Just. Et voilà notre avocat guyanais, député français, installé dans les maquis d'Auvergne afin d'établir les liaisons entre les états-majors. À Chelade, avec sa femme Thérèse, il crée un hôpital clandestin pour les résistants. Quand j'étais dans ces maquis du Cantal, précisément, des jeunes venaient à nous, des jeunes cultivateurs, pour s'engager dans nos pauvres forces. Eh bien, j'ai devant les yeux, à Chelade, dans le Cantal, dans la Haute-Auvergne, la vue d'une quinzaine de jeunes garçons de 17-18 ans qui avaient des sabots de bois et qui avaient encore, à cette époque-là, de la paille dans leurs sabots, car c'était l'hiver. Et c'était des petits vachers, des petits boutilliers qui venaient s'engager. Et j'ai pensé, je ne vous le cache pas à ce moment-là, cette phrase fameuse, les va-nu-pieds superbes. Et ce n'est pas par amour de la guerre, c'est pas par esprit combatif militaire que nous avons été dans le maquis. Nous avons été dans le maquis considérant simplement que nous continuions ce pourquoi nous étions engagés en 1939. C'est-à-dire la défense de l'homme, la défense des libertés, la défense de la France, bien évidemment, qui, à nos yeux, était le symbole même de ces libertés et des droits de l'homme. À l'autre bout de l'Empire, dès le mois d'août 1940, un autre Guyanais, Félix Eboué, gouverneur du Tchad, a rallié De Gaulle et la France libre. En mars 1943, il appelle les Guyanais à les rejoindre. Français de Guyane, c'est à vous que je m'adresse. C'est moi, Félix Eboué. Vous avez décidé de vous ranger sous l'autorité du général de Gaulle. Vous avez signifié que vous aussi, comme fils aîné de l'Empire,
aviez pour devoir d'apporter votre effort à celui que d'autres Français prodiguent pour la sauvegarde et le maintien de liberté du monde. Français de Guyane, mes compatriotes, ce que la patrie vous demande, ce que les 40 millions de Français de la métropole ont déjà dans le malheur commun réalisé, c'est l'union des esprits et des cœurs, c'est la solidarité totale entre les différentes fractions de notre peuple pour ne voir que le but suprême à atteindre, la libération de la patrie. Le 20 mai 1953, le détachement était prêt, le détachement des volontaires. On a quitté la caserne d'Oubert en fanfare et ensuite suivi par toute la population jusqu'au port de Cayenne. Arrivé au port de Cayenne, il y avait les parents, les amis qui étaient présents et le maire, Ulrich Soufi, disait « Partez jeunes soldats et revenez vainqueurs ». Et arrivé à Dakar, on nous envoyait dans un camp qui se trouve dans la pointe du fleuve Sénégal, un ancien camp de lépreux. Et c'est là que le bataillon s'est formé avec des métropolitains venant d'Espagne, des Guyanais et des Sénégalais qui a formé le 72e bataillon du génie. Nous croyons que pour ce qui concerne la vie du monde de demain, et c'est encore depuis l'Empire, à Brazzaville, que De Gaulle lance ses premières promesses d'émancipation des peuples colonisés. mais nous sommes sûrs, aucun progrès n'est ni ne sera un progrès si les hommes qui vivent sur leur terre natale, à l'ombre de notre drapeau, ne devaient pas en profiter moralement et matériellement. De Gaulle et les Français veulent une république nouvelle. C'est la libération. Nommé par la résistance à l'Assemblée consultative, Gaston Monnerville prépare un nouveau statut politique pour les territoires d'outre-mer et notamment les 4 vieilles, la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Aimé Césaire, député de la Martinique, en est le rapporteur. Le peuple martiniquais me demandait que la première tâche de son nouveau représentant, de ses nouveaux représentants, soit la transformation de la Martinique en département français. Mais en réalité, ce que demandaient très concrètement les Martiniquais, c'était la fin d'un certain régime, la fin du régime colonial, la fin du règne du gouverneur tout-puissant, la fin de la ségrégation. J'avais obtenu la transformation en département en mars 1946, à la sortie de la guerre. Personne n'y avait pensé. Les députés africains, Lamine Gueye, Senghor et tous les autres, m'ont considéré comme le Césaire, comme le chef de file, à raison de mon âge d'abord, et à raison de l'expérience que j'avais acquis au gré des ans. Et c'est comme ça que nous avons pu nous rassembler tous, toujours dans la même idée que je poursuivais. Nous avons pu nous rassembler tous pour créer l'Union française. Une union que Gaston Monnerville réclamait dès 1937. Nous, les fils des terres françaises d'outre-mer, nous voulons qu'entre la France métropolitaine et la France coloniale demeure, persiste et progresse cette communauté d'action. Nous voulons, avec vous, nos frères de France, œuvrer pour la grandeur de notre commune patrie. Nous désirons que l'unité française soit une réalité et non plus une espérance. Monnerville a été donc un grand moteur de cette constitution de l'Union française s'agissant de l'outre-mer. Parce que Monnerville a été président de la commission consultative du gouverneur général de Gaulle avant même qu'il y ait donc la mise en place de l'Assemblée. Ensuite, Monnerville a été aux Assemblées nationales constituantes président de la commission d'outre-mer et chacun se plaît à reconnaître qu'il y a joué un rôle essentiel, à côté d'autres. Bon, on peut citer à côté de Césaire, on peut citer donc à côté de Darboussier, on peut citer donc à côté donc de Léopold Senghor et d'autres. Mais il a joué un rôle essentiel, ne l'oubliez pas. Monnerville est un juriste. Monnerville est un anticolonialiste. Et Monnerville a de l'autorité
en France. Donc il a joué un rôle important. Nous sortions du système colonial, c'est-à-dire que vraiment, par le système colonial, l'homme, pour simplifier, l'homme africain, mais les autres membres des colonies aussi, c'était des sous-hommes quand même. Alors, ils allaient à l'école, Jules Ferry, mais quand même, c'était, vous savez, le travail forcé en Afrique, ça s'appliquait, c'est-à-dire c'était tout Africain devait un certain nombre d'heures de travail par semaine ou par mois un colon qui avait une culture utile à la collectivité, quoi. Nous sortions d'un système semi-esclavagiste. Le passage à l'Union française, c'est quand même des collectivités qui, en tant que collectif, font partie d'un système qui était dit égalitaire. Mais le jour même de la victoire, le 8 mai 1945, le peuple algérien se soulève et réclame sa liberté. Il y aura des milliers de victimes. En Indochine, la République française s'engage dans un autre conflit et bientôt une guerre qui va durer 9 ans. La revendication est la même, l'indépendance. À Madagascar encore, en 1948. Répression coloniale et soumission des indigènes sous le drapeau tricolore. Un drapeau qui porte malgré tout, encore et toujours pour Gaston Monnerville, les promesses de liberté, d'égalité et de fraternité. Après l'Union française, il adhère au projet d'une communauté française inscrite dans la Constitution de la Ve République. Le 15 juillet 1959, De Gaulle installe le Sénat de la communauté. Monnerville croit alors à la construction de ce vaste ensemble franco-africain. Et pourtant... Une fois que ces États ont eu leur autonomie et qu'ils sont devenus États de la communauté, il fallait toujours aller plus loin. Et comme l'a demandé dès 1960 Senghor, que ces États de la communauté deviennent des États indépendants. Et la communauté est morte tout naturellement, et avec elle le Sénat de la communauté, bien entendu, lorsque ces États sont devenus indépendants. Monnerville avait quand même la conception d'un grand État, d'un grand ensemble français, mais qui restait français. Il avait tout de même cette passion de l'unité nationale, et s'il acceptait que peu à peu les républiques autonomes se détachent un peu de la France, c'était pour lui une grande peine, car c'était un petit peu l'échec d'une certaine idée, l'ensemble français auquel il était tant attaché. La communauté, comme l'Union française, seront donc des échecs. Restent les territoires et les 4 vieilles de l'outre-mer devenus départements français. Gaston Monnerville se présente tout naturellement aux élections législatives chez lui, à Cayenne, en 1946. La moitié de la ville était encore pour Monnerville. Dans mon quartier, par exemple, c'était le quartier monnervilliste, le quartier du boulevard Jubelin, de la rue Lalouette. Et je vois encore toutes ces personnes âgées, Madame Gambetta, Madame Avard, Madame Dufay, tous ces gens-là, c'était Timomo, c'était Vivement. Et quand on a appris que Jadfa avait gagné les élections, il y a eu vraiment une très très grande tristesse, très très grande tristesse. À un point qu'on a vu des gens pleurer dans les rues de Cayenne parce qu'on avait perdu Timomo. Il y a eu beaucoup de trahison, monsieur. Beaucoup. Car Gaston Monnerville a été aussi bien comme on l'a porté au summum, on l'a abandonné, on l'a laissé tomber. Les erreurs de Gaston Monnerville
sont a priori simples. D'une part, il a été coupé de la Guyane pendant la Seconde Guerre mondiale. Son assise électorale s'est pratiquement effondrée parce que son corps électoral s'est largement vieilli. Troisièmement, c'est que le discours qu'il tient, le discours Jules Ferry, le discours Schellcher, le discours d'attachement à la France, est dépassé, est obsolète. La Guyane de l'après-guerre traverse une grave crise économique. L'argent de l'administration pénitentiaire a disparu avec la fermeture du bagne. La victoire de Gaston Monnerville pour les droits de l'homme se retourne contre lui. C'était plutôt un sentiment, je veux pas employer de mots trop gros, mais enfin, disons de regret, pas pour moi, mais pour mon pays. Non pas en raison de ce que moi je pouvais apporter, ça c'est de l'égoïsme, mais en raison de l'évolution que j'avais commencée et qu'on arrêtait tout d'un coup. Il rentre à Paris, pense abandonner la politique et reprendre son cabinet d'avocat. Mais le Conseil général de Guyane lui confie alors un autre mandat. Nommé au Conseil de la République, il devient en mars 1947 président du Sénat. La politique ne le lâchera plus. Il cherche désormais à se faire élire en métropole. Ses amis du Parti radical lui créent un siège. Ce sera le canton de Soussérac, petit bourg de 1300 habitants dans le Lot, au centre d'une région d'élevage, dont Gaston Monnerville devient le sénateur. Il n'aurait pas été président du Sénat. Il n'a jamais été élu sénateur du Lot. Le Lot a élu le président du Sénat. Et cela, pour de nombreuses raisons. C'est que nous avions des besoins considérables, des retards dans tous les domaines. Et on attendait de lui qu'il aide les collectivités locales. Sa réputation et son amabilité vont faire le reste. Fin 1951, il est élu président du Conseil général. Il le restera pendant 19 ans. Son ancrage local le conduit bientôt à la mairie de Saint-Céré. Pendant la campagne électorale, quelquefois le candidat socialiste qui passait avant Monnerville disait c'est quand même un homme de couleur, mais n'insistait pas trop. Et quand Monnerville arrivait 2, 3, 4 jours après, les gens qui le voyaient disaient mais il n'est pas si noir que ça, il était simplement métissé. Et jamais il n'était fait allusion à sa couleur pendant les 20 quelques années qu'il restait dans le département. Le 17 décembre 1953, le Congrès se réunit à Versailles pour désigner le successeur de Vincent Auriol à la présidence de la République. Parmi les 946 députés et sénateurs, Gaston Monnerville. Pendant 6 jours, les groupes et les alliances se font et se défendent. À l'élection de 1953, quand Coty est élu au 13e tour, si Monnerville avait été blanc, s'il n'avait pas été un métissé, s'il n'était pas né à Cayenne, ou alors en Martinique peut-être, Monnerville était incontestablement président de la République. Il aurait dû l'être. Il aurait dû l'être parce que d'abord c'était une tradition républicaine. À part Poincaré et Coty, tous les présidents de la République avaient été présidents du Sénat. Le scrutin est clos. J'invite messieurs les scrutateurs à se rendre dans la salle. Président du Sénat depuis 6 ans, Gaston Monnerville était donc le candidat idéal. Et pourtant, son nom ne sera pas évoqué pour entrer à l'Élysée. J'ai passé cette heure de déjeuner avec lui et j'ai senti que cet homme souffrait de la couleur de sa peau. Il ne souffrait pas de son intelligence, car c'est un homme
intelligent, et un avocat brillant. Il avait toutes les qualités intellectuelles, mais on peut dire qu'il a été humilié pendant cette période qu'on ne soit pas venu lui proposer. Peut-être aurait-il refusé, mais on n'est pas venu le lui demander. C'est ce, je crois, dont il a le plus souffert. René Coty est élu président de la République pour inaugurer les chrysanthèmes, dit-on. Il fera bien plus. En mai 1958, la République est menacée. Ici à Paris, et là-bas en Algérie. L'armée veut imposer le retour de De Gaulle. René Coty cède, mais pour devenir président du Conseil, De Gaulle devra d'abord se soumettre aux institutions. Coty envoie des gens qui sont les représentants des assemblées, les hommes élus, pour voir si on peut organiser un retour légal du général de Gaulle, si le général de Gaulle peut se présenter décemment devant une assemblée et obtenir un vote légal et revenir dans les formes normales au gouvernement, ce qui était le projet depuis longtemps de René Coty. De Gaulle, Monnerville. Le général et l'avocat ne se sont pas revus depuis une dizaine d'années. Ce 28 mai 1958, c'est le président du Sénat qui reçoit en compagnie du président de l'Assemblée, André Le Troquer, un De Gaulle venu demander les pleins pouvoirs. Je crois que Le Troquer avait envie que ça ne marche pas. Je crois que Monnerville était ouvert. Si le général de Gaulle acceptait le rituel républicain, je crois que Monnerville n'était pas anti-gaulliste, il avait de la réserve. Mais d'autre part, c'est un homme très intelligent, il voulait éviter la guerre civile, il n'avait pas d'ambition personnelle très directe. Je crois que Monnerville est allé à ces discussions dans un état d'esprit assez ouvert, méfiant, mais pas négatif. L'entrevue se passe à Saint-Cloud. De Gaulle voudrait une année de plein pouvoir. Gaston Monnerville négocie, ce sera 6 mois. La discussion a été sévère, elle a été longue. La rupture même a eu lieu à un moment donné. Puis, il est revenu. Enfin, il a consenti en disant ah ben, je verrai. Si ça ne réussit pas tel que je le vois, je rentrerai à Colombey les deux églises. Nous lui avons souhaité bon voyage. La discussion était très serrée et très dure, car il y allait de l'avenir de la République française, dont nous avions la responsabilité en partie comme président de l'Assemblée. Eh ben, dans la nuit, les choses ont évolué. Nous avons appris le lendemain qu'il acceptait. La République est sauve. Mais ses institutions, trop étroites pour un De Gaulle, sont déjà condamnées. Il veut gouverner au-dessus des partis, en consultant directement le peuple français par référendum pour en finir avec la 4e République. Face à lui encore, l'avocat de cette République. Il a agi de telle façon qu'à mon avis, il violait la Constitution et est né alors le conflit ouvert entre le Sénat et le président de la République. Et notamment à propos du référendum de 62, où il a pris sur lui de faire ce référendum, contrairement au texte de la Constitution et à l'esprit de la Constitution. Alors là, j'ai rompu, et vous savez ce qui s'est passé. 4 ans après son retour au pouvoir, De Gaulle propose aux Français d'élire eux-mêmes leur président de la République. Les partis politiques se sentent floués, dépossédés. À Vichy, lors du congrès du Parti radical, Gaston Monnerville prend la parole. J'étais président du parti à ce moment-là. J'étais donc bien placé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à Vichy. Monnerville a employé le mot forfaiture. Et ça a été le point culminant du congrès, à tel point que moi, comme président qui ne devait pas aller dernier, j'ai renoncé à prendre la parole en disant que l'essentiel avait été dit. Forfaiture, crime dont un fonctionnaire public se rend coupable en commettant certaines graves infractions au devoir de sa charge. L'attaque de l'avocat Monnerville est directe. De Gaulle, très habilement, a posé au pays une question. Voulez-vous élire, que ce soit vous qui élisiez
votre président de la République. Ça voulait absolument rien dire constitutionnellement, mais ça voulait tout dire au point de vue du pouvoir personnel. Pas besoin de vous dire, ça a aggravé le conflit, bien évidemment, et depuis lors, il n'y a plus de contact. Le 6 octobre 1962, les deux hommes se rencontrent pour la dernière fois l'espace de 2 minutes. Gaston Monnerville rejoint la présidence du Sénat. Les bancs du gouvernement resteront vides. De Gaulle décide de boycotter la Haute Assemblée. Les méthodes du général ne plaisent pas aux juristes. D'abord feutré, le divorce entre l'Élysée et le Sénat est bientôt public. En 1969, De Gaulle franchit un pas de plus. Dans un référendum plébiscite, il s'en prend une nouvelle fois au pouvoir du Sénat. Certains de son entourage, qui étaient conservateurs, c'est le moins qu'on puisse dire, lui ont dit, mon général, vous attaquez au Sénat, mais vous attaquez, là, c'est vraiment le tuf de la société française, c'est l'Académie, qu'on peut... Justement, tant mieux, alors je vais affronter une fois de plus les vieux schnocks, les barbes, etc., parce qu'ils croient que j'ai 78 ans, je suis impressionné par eux, pas du tout, au contraire, moi, je crois que c'était pour lui une raison de plus si on lui avait dit, en réformant le Sénat, vous affrontez la vieille société française, il en était d'autant plus content. Contre votre référendum uniquement plébiscitaire, nous agirons. Il se trouvera assez d'hommes et de femmes attachés à la démocratie pour combattre vos projets, pour révéler aux Français la duperie dont ils risquent d'être victimes. Lorsque, alors, il a voulu renverser le Sénat, renverser tout ce qui existait à l'époque, d'une façon très indirecte, modifier les pouvoirs du Sénat, sans consulter le Sénat d'ailleurs. Alors, permettez une expression vulgaire, ça a bardé. Monnerville cède la présidence du Sénat à Alain Poher et se lance dans la campagne du non à De Gaulle. J'avais réfléchi en moi-même que mon rôle était d'aller dans le pays combattre le référendum. Puisqu'on s'adressait au pays sous forme de référendum pour, au fond, énucléer le Sénat, mon devoir était d'aller dans le pays, expliquer et se battre pour sauver cet institut. Le texte de loi qui vous est proposé, dont tout le monde sait qu'il est à la fois inconstitutionnel, complexe, difficile, illégal, ainsi que l'a dit le Conseil d'État, et dangereux, le texte qui vous est proposé risque beaucoup de conduire notre pays à l'aventure. Je vous dis donc, il faut répondre non au référendum du 27 avril. Quatre, 3, 2, 1, à vous. Le non l'emporte en France métropolitaine. Dans cette affaire-là, c'est plus entre le général de Gaulle et les Français que ça se joue qu'entre la gauche, les sénateurs, le général de Gaulle et le peuple français. Je ne crois pas que l'on ait dit non au référendum pour sauver le Sénat. Je crois que c'était indifférent aux Français. Je pense en revanche que le régime